Le seul problème, c'est que la CNIL a une vision extrêmement réductrice, et le Conseil d'État aussi, de la connexion et de l'interconnexion, qui ne correspond pas à la définition, telle que nous on l'a dit, de la directive européenne. On nous dit, dès lors que ça va dans le même sens que le fichier initial, il n'y a pas de problème. Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, il a été, alors là pour le coup, extrêmement bien encadré depuis le début, sauf que le cadre a été élargi d'année en année. Il commence en 98 avec l'idée de ficher seulement les délinquants sexuels sur mineurs, c'est-à-dire 2000 personnes à l'époque en France. Aujourd'hui, à peu près, quasi toutes les infractions rentrent dedans, sauf effectivement les délits financiers et les abus de biens sociaux, bizarrement, et aussi les délits routiers, qui probablement étaient trop nombreux et les gens se seraient du coup aperçus que le but était de ficher d'abord l'essentiel de la population. Parce qu'en effet, loin des 2000 personnes de l'origine, on est aujourd'hui à 2 millions de Français qui sont dans le fichier. Des gens qui étaient soit condamnés en justice, puisque dès lors que l'on est condamné au titre de la plupart des infractions, eh bien on doit donner son ADN, mais aussi, et c'est 80% des 2 millions de Français que je viens de citer, simplement parce qu'à un moment on a été suspect, au point d'être placé en garde à vue. 80% donc des personnes qui figurent dans le FNAEG sont théoriquement présumées innocentes, puisqu'elles ont été, on leur a demandé leur ADN au moment où elles étaient en garde à vue, et dans bien des cas, elles ont ensuite été libérées, elles n'ont même pas nécessairement été poursuivies en justice, et pour autant, on a gardé leur empreinte génétique. Aussi, un certain nombre de ces Français qui figurent dans ce fichier, eh bien, étaient des témoins d'une exaction, de quelque chose, d'un délit qu'ils ont vu. Ils sont allés au commissariat pour témoigner, et puis on a profité peut-être de leur état de panique, d'enthousiasme, de peur, de choc, que sais-je, pour leur demander au passage leur ADN. Des victimes aussi, quand j'ai engagé cette bataille juridique et de désobéissance civile contre le prélèvement systématique de l'ADN sur maximum de gens, des gens sont venus me voir en disant moi j'ai une jeune femme m'a dit par exemple un jour elle vivait avec son père dans la montagne, son père disparaît un jour, part dans la montagne, il ne revient pas, elle va évidemment en panique porter plainte et on lui prend son ADN. Un monsieur cette fois était présent par hasard à mon procès, et lui venait pour tenter de faire effacer sa trace ADN, son prélèvement d'ADN du fichier, parce qu'en fait, lui a été accusé d'un viol à tort. Et pour prouver son innocence, on lui a demandé de donner son ADN. Alors, il a bien voulu se soumettre à ce prélèvement en disant pas de souci, moi je sais que je suis innocent, vous allez comparer mon ADN à l'ADN prélevé sur la victime et tout ira bien. Mais ensuite, qu'allez-vous faire de l'ADN que vous m'aurez pris? Là, évidemment, les gendarmes lui ont dit on va le garder. Et il n'a pas eu d'autre choix que de donner quand même son ADN, puisqu'il était sous le coup d'une accusation bien plus grave. Mais maintenant, il se bat, il essaye de faire effacer le prélèvement, et pour l'instant, en vain. Donc, on peut vraiment tous être dans ce fichier. Et oui, c'est toujours amené d'une façon sympathique. On va être mieux protégé, et si l'on n'a rien à se reprocher, alors après tout, pourquoi ne pas donner un extrait de salive ou autre? Le problème, c'est que d'une part, ce fichage massif de la population, il faut regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Il n'est pas que français, il n'est pas que sarkozyste. C'est sous Sarkozy évidemment que les choses se sont accélérées. Que je sache, elles ne se sont pas ralenties depuis. Et surtout, elles existent massivement chez nos voisins. Il s'agit là encore d'une politique européenne. L'interconnexion des fichiers de police, elle est réalisée déjà depuis pas mal d'années. C'est-à-dire que si un pays collecte les ADN d'une partie de sa population et un autre pas, ils peuvent s'échanger des données. Ça veut dire que si à un moment, un de mes ressortissants se fait prendre dans un autre pays, va se faire prélever l'ADN, je peux, moi, dans mon pays, police de mon pays, je peux en profiter, je peux avoir accès aux fichiers de mes voisins, même si dans mon pays, il est interdit encore de prélever l'ADN de quelqu'un. Alors,
On nous vend ce fichage génétique de la population comme étant une manière de retrouver les violeurs, les délinquants sexuels, les grands prédateurs, etc. Alors d'abord, ces grands prédateurs, avant, on arrivait quand même à les attraper. Alors évidemment, l'idée c'est de les attraper le plus tôt possible, le plus rapidement possible, bien sûr. Mais comment faire confiance à des gouvernements qui prétendent ficher le plus possible de leurs ressortissants au titre de la protection contre ce type de criminels exceptionnels, parce qu'il s'agit de très peu de gens à l'échelle européenne, quand par ailleurs rien n'est fait, ni en matière de prévention de ces crimes sexuels, ni en matière de traitement des personnes souffrant de comment dit-on, perversion sexuelle, de sexualité problématique pour autrui, enfin bref, quand on voit qu'on peut libérer ces personnes-là, les laisser avec leur souffrance ou leur, je sais pas, sadisme, j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste de la question, mais en tout cas, on peut laisser ces gens-là sans suivi médical, sans suivi social, donc livrés à eux-mêmes, avec possibilité de recommencer. Vous vous rappelez de ces faits divers, Sarkozy avait fait mine de taper du poing sur la table, sauf que c'est lui qui avait supprimé tous les moyens qui permettaient justement le suivi de ce type de délinquants. Donc, comment faire confiance à des gouvernements qui, d'une part, enlèvent tous les moyens pour réduire ce type de pathologie sociale, et de l'autre côté, se livrent à un fichage systématique de la population qui inclut des gens qui, de près comme de loin, ne sont pas soupçonnables de la moindre déviance dans ces domaines-là. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est une convergence d'un modèle économique néolibéral et d'une conception militaire extrêmement inquiétante. Et tout ça nourrit nos fichiers au niveau européen et je dirais même au niveau occidental. Du côté du marché, du côté de l'économie néolibérale, du capitalisme financier, on a intérêt à limiter les possibilités que nous avons de créer notre singularité. Notre singularité, la façon dont on va se décrire, construire nos identités, construire nos CV aussi. Vous le savez, quand vous passez un entretien d'embauche, chacun raconte son histoire. C'est un petit peu la même chose que devant un juge. Chacun raconte son histoire, se donne les circonstances atténuantes qu'il veut, met en avant ce qu'il souhaite. Et l'employeur, eh ben, il doit faire avec cette diversité que nous représentons. Et ça l'embête beaucoup parce que ça réduit fortement la concurrence entre nous. C'est bien plus difficile de mettre en concurrence deux individus qui ne sont pas strictement identiques. S'ils étaient identiques, alors on pourrait les mettre en concurrence et faire baisser évidemment les conditions de travail, les conditions d'embauche, le salaire, en les mettant véritablement en concurrence. Et ce projet n'est pas venu dans la tête de quelqu'un qui était un humaniste. Il a été décidé en 1989 à l'occasion du sommet européen du patronat européen, le RT. Le RT a décidé qu'à un moment, enfin c'est l'équivalent du MEDEF, mais de l'UIMM, qui est la structure au-dessus du MEDEF, mais au niveau européen. En 89, ces gens-là se disent il faut passer d'une logique de savoir à une logique de compétences, parce que les compétences, ça se chiffre, ça s'objective, et du coup ça permet une mise en concurrence supplémentaire des travailleurs. Or, dans le capitalisme financier, si vous êtes un peu familier avec l'économie, la logique est de court terme. Il ne s'agit pas d'investir dans le long terme, dans justement des travailleurs mieux formés qui pourraient du coup avoir des idées, produire de l'investissement à long terme, tout ça. Non, on est dans une logique de court-termisme. À court terme, peu importe que l'entreprise se développe, l'important c'est que la valeur de l'action en bourse augmente tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Et pour ça, on ne peut jouer que sur les frais fixes, que sur les coûts fixes et principalement sur la variable d'ajustement classique qui est celle des salaires et des conditions de travail. Si on arrive à tous nous faire rentrer dans des cases qui sont « il sait faire » ou « elle ne sait pas faire », la logique de acquis, pas acquis, par compétence, dans un fichier informatisé qui nous échappe, c'est-à-dire qu'il est en fait aux mains de nos employeurs, alors nous ne pouvons plus nous inventer notre histoire.